Bonjour et bienvenue dans ma lecture intégrale, chapitre par chapitre, du Rivage des Syrtes de Julien Gracq, un roman que je vous propose simplement de découvrir, de lire avec parfois quelques petits commentaires. Et nous en sommes donc maintenant à ce chapitre qui s'intitule « Une poussée de fièvre ». Il y a dans notre vie des matins privilégiés où l'avertissement nous parvient, où dès l'éveil résonne pour nous à travers une flânerie désœuvrée qui se prolonge une note plus grave, comme on s'attarde, le cœur brouillé, à manier un à un les objets familiers de sa chambre à l'instant du grand départ. Quelque chose comme une alerte lointaine se glisse jusqu'à nous dans ce vide clair du matin, plus rempli de présages que les songes. C'est peut-être le bruit d'un pas isolé sur le pavé des rues, ou le premier cri d'un oiseau parvenu faiblement à travers le dernier sommeil. Mais ce bruit de pas éveille dans l'âme une résonance de cathédrale vide. Ce cri passe comme sur les espaces du large, et l'oreille se tend dans le silence sur un vide en nous qui, soudain, n'a pas plus d'écho que la mer. Notre âme s'est purgée de ces rumeurs et du brouhaha de foule qui l'habite. Une note fondamentale se réjouit en elle qui en éveille l'exacte capacité. Dans la mesure intime de la vie qui nous est rendue, nous renaissons à notre force et à notre joie, mais parfois cette note est grave et nous surprend comme le pas d'un promeneur qui fait résonner une caverne. C'est qu'une brèche s'est ouverte pendant notre sommeil. Qu'une paroi nouvelle s'est effondrée sous la poussée de nos songes et qu'il nous faudra vivre maintenant pour de longs jours comme dans une chambre familière dont la porte battrait inopinément sur une grotte. On voit à la fois quelque chose qui semble positif, cette note fondamentale qu'on attendait peut-être, mais lourde de menaces, la caverne, la grotte, quelque chose de sombre, aussi au matin, né de la nuit. C'est dans cet état d'alerte, sans cause, que je me réveillai le lendemain de la visite du chapitre précédent, cette visite où le narrateur revoit une certaine Vanessa et puis rencontre d'autres personnages un peu louches. Et donc, c'est au lendemain, à Maremma, qu'il se réveille. Tout dormait encore sur la lagune, comme si la ville entière eût réglé par respect l'heure de son réveil sur le sommeil attardé du palais. Le soleil brûlait les canaux vides et les grèves mortes avec la même aridité qu'un paysage de salines, faisant grésiller de blancheur les linges pendus aux fenêtres des quartiers pauvres. Une barque de pêcheurs sur les eaux désertes glissait silencieusement vers la passe. Un bruit de voix montait du salon de Vanessa. Feutrés par la distance, leurs rumeurs distinctes et incompréhensibles s'en mêlaient à mes rêves de la nuit, rejoignaient ce lointain bourdonnement d'orage que j'avais senti rouler la veille à travers les propos de Belzenza. C'est lui, ce personnage louche dont je parlais, qui suggère des choses étranges se passant à la fois à Maremma sur le rivage des Syrtes, mais peut-être aussi en face, chez
l'ennemi, le Farguestan. On parlait, le mot parler est en italique ici, on parlait déjà à Maremma. À travers la ville endormie se réveillait avec ses voix feutrées le pouls de la légère fièvre que je sentais battre maintenant à mon poignet. J'allais prendre congé, il y avait déjà chez Vanessa beaucoup de monde. Mais la porte poussée devant moi, fit devant moi comme une onde de silence. Je me sentais mal à l'aise. La nuit blanche et la lumière crue défaisaient les visages. Évidemment, la visite de la nuit précédente a trop duré. Le lendemain matin défait les visages. Malgré l'élégance des vêtements et les sourires, le salon peuplé à cette heure insolite évoquait le qui-vive et l'incertitude d'un campement improvisé en plein vent, d'une arrivée de réfugiés au petit matin. Au moment de partir, Vanessa, d'un geste rapide, m'entraîna un peu à l'écart. Je pars demain pour Orsena. Orsena, c'est la capitale. À la fin du mois, je serai de retour. Sitôt revenu, je t'attends, Aldo. Seulement, cette fois, tu viendras ici dès le matin, à la pointe du jour. Elle ajouta d'une voix plus basse, « Nous aurons à aller assez loin. » C'est une expédition ? Oui et non. En tout cas, j'espère une surprise. Je te ferai prévenir dès mon retour. Évidemment, ce roman, où il ne se passe pas grand-chose, est toujours basé sur l'attente. Il va se passer quelque chose, une surprise qui devrait venir, peut-être. La voix un peu fiévreuse me prenait à part. Et je songeais aussitôt, un peu embarrassé, à Marino. Dois-je prévenir le capitaine ? Vanessa parut contrariée. Tu viendras seul. Tu auras eu affaire à Maremma, voilà tout. Un incident de route retarda la voiture. L'amirauté, quand je l'atteignis à l'heure de la sieste, portes et fenêtres closes dans le flamboiement de l'arrière-été, semblait abandonner. Les coups de marteau espacés venus du hangar aiguisaient encore sur les pierres la vibration de la chaleur. Ma chambre grande ouverte sur la lande torride me parut inhabitable. Je me réfugiai dans la pièce fraîche où je travaillais parfois près du bureau de Marino. Du courrier y était déposé pour moi et je commençai à classer sans enthousiasme quelques pièces officielles. Dans le silence mortuaire, le grincement de ma plume luttait seul contre le léger bourdonnement des mouches. Je me sentis soudain accablé de sommeil. Je me jetai sur un lit de camp et m'endormis pesamment. Je me réveillai la tête lourde. Les raies de soleil avaient à peine bougé sur le carreau rouge. On parlait dans la pièce voisine. Le bruit de voix monotone et égale reprenait le fil, me ramenait au réveil du matin, comme un rêve coupé d'insomnie. Et je me rencognai dépité, mal convaincu de ne plus dormir. On flotte quelque part entre la veille et le sommeil. Il y a quelque chose qui fait évidemment penser à Proust, déjà dans l'écriture de Julien Gracq, mais aussi dans ces moments où l'on ne sait plus vraiment où l'on est, quand l'on est, qui l'on est. Ce moment du réveil entrecoupé d'insomnie et de rêve entrecoupé d'insomnie. Les voix pourtant continuaient à filtrer à travers la porte, doucement intarissable, avec le calme traînant et insipide d'une discussion paysanne.
Je reconnaissais maintenant distinctement la voix de Marino, dont il savait ralentir le débit comme au théâtre, et j'essayais de suivre, amusé, aux seules inflexions savantes de la voix, les méandres d'une discussion dont je devinais à peu près le sujet. Il n'y avait pas à s'y tromper, c'était sa voix, des contrats de fermage, que contrefaisait si bien Fabrizio. Le pas lourd du capitaine sonna sans hâte sur la dalle et la porte s'ouvrit. « Ah, te voilà réveillé, Aldo. La nuit a été courte, je vois. » Le clin d'œil de Marino manquait de vraie malice. Il paraissait préoccupé. « Viens m'aider. Nous avons des ennuis. » Dans le bureau du capitaine, Beppo, un des maîtres d'équipage qui servait de cadre à nos équipes agricoles, tirait les rubans de son bonnet d'un air gêné. « Comprends-tu ce que vient m'annoncer Beppo ?» me lança Marino d'un ton incrédule. « Le domaine d'Ortello refuse de renouveler l'engagement de nos hommes. » Je levai des yeux mal réveillés, encore sur Beppo. C'était en vérité une étrange nouvelle et une grosse déconvenue. Ortello était une des terres les plus étendues des Syrtes et fournissait à l'amirauté sa plus vieille et sa plus solide clientèle. Pour tout dire, ce domaine, célèbre aux Syrtes pour ses grandes battues et son hospitalité fastueuse, était comme le premier-né et l'orgueil de Marino, qui se jugeait un peu le patriarche et le père nourricier de ces terres perdues. Il avait grandi grâce à lui, et il y mettait toutes ses complaisances. On eût dit, quand il en parlait, qu'il le cultivait de ses mains. Qu'est-ce qui ne va pas? Il va te le dire lui-même, reprit Marino sourdement indigné. Du diable, si j'y comprends rien. Beppo toussa pour s'éclaircir la voix sans aucun enthousiasme. Je compris que l'accueil de Marino avait été une douche d'eau froide. Le capitaine ne veut pas me croire, mais ils m'ont bien recommandé de dire qu'il ne se plaignait pas du travail des hommes. Ce sont les circonstances. Voilà ce qu'ils ont répété. Tu plaides pour ton sein, les circonstances, coupa Marino excédé, mais enfin, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce qu'il y a de changé, je te le demande? Évidemment, c'est toute la question. Quelque chose a changé. Dans ces lieux-là, quelque chose se passe, mais quoi? Les circonstances, le terme est extrêmement vague, mais il indique une sorte de bascule. La voix découragée de Beppo visiblement renonçait à se faire croire. « Ah ça, capitaine, ils disent qu'ils ne peuvent plus verser les 2 ans de salaire d'avance, qu'on ne peut plus s'engager maintenant pour si longtemps. » On voit qu'il y a peut-être une menace ou un avenir incertain si on ne peut pas s'engager pour 2 ans. Ils veulent vendre leurs terres? Beppo saisit énergiquement la perche tendue et sentit qu'il allait faire plaisir à Marino. « Pour ça non, capitaine. Sûrement pas. Une terre pareille. Ils viennent de refaire les chemins et l'an dernier ils ont mis en olivier la pièce des dunes. Alors veux-tu me dire où ils comptent trouver des bras pour le travail? Ça, capitaine. » Le ton de Beppo redevint piteux. Ils disent qu'ils tâcheront de s'arranger. Il y a quelque chose là-dessous, pourtant, gronda Marino en le regardant dans les yeux. Tu auras fait une bêtise, voilà ce qu'il y a. Je vous jure, capitaine, hoqueta Beppo au bord des larmes. Tout à coup, Beppo m'intriguait. Quelque chose avait passé dans l'embarras de sa voix qui me rappelait, dans un éclair, Belzenza, l'homme qui lui a parlé la nuit précédente. La colère froide de Marino visiblement le paralysait, et je pressentis qu'il n'avait pas vidé son sac.
Ma voix se fit aussi intéressée que possible. Tu n'as pas idée de ce qu'ils veulent dire en parlant des circonstances. Beppo s'accrocha à moi comme à une bouée de sauvetage. On ne peut pas dire au juste, monsieur l'observateur, ce sont des vieux, vous comprenez. Ils marmonnent leurs mots entre leurs dents. On dirait qu'ils savent des choses qu'ils ne veulent pas dire. Beppo fronça les sourcils dans un effort de réflexion. Ils disent que les temps ne sont pas sûrs. Voilà ce qu'ils disent. Pas sûrs. Ils disent qu'il va y avoir du nouveau et qu'on ne peut plus faire des arrangements à l'avance. Pas sûr, du nouveau, les circonstances. On n'a toujours pas de concret là-dedans. Hein. La voix de Marino tremblait légèrement. Il vient de demander qu'est-ce que cela veut dire. Du nouveau, capitaine, du vilain, la guerre, autant dire. Et là, le mot est dit. La guerre, autant dire. Voilà ce qu'ils disent maintenant. La voix de Beppo retomba comme sur l'aveu d'une maladie honteuse. Il y eut un instant de silence pesant. J'essayais de prendre une contenance. Le regard de Marino derrière moi me faisait peur. Pourtant, sa voix s'éleva, très maîtresse d'elle-même. Et dans cet instant, je l'admirai. « Allons, Carlo, vieillis. »« Allons » j'ai mal mis la ponctuation. « Allons, virgule. Carlo vieillit beaucoup. Va-t'en maintenant, Beppo. J'irai à Ortello arranger l'affaire. » Le départ de Beppo me découvrait. Marino, la tête basse, les mains derrière le dos, marchait de long en large d'un air absorbé. Le silence devenait tellement suffocant que d'un geste machinal, j'ouvris la fenêtre. L'ennui vide de la fin de l'après-midi reflua dans la pièce comme une odeur. Les pas s'arrêtèrent et la voix de Marino monta derrière moi étrangement douce, comme une voix de grand blessé. C'est ennuyeux cette affaire, Aldo. Je haussai les épaules d'un air aussi dégagé que possible. Cela ne me paraît guère sérieux. Carlo réfléchira. Je ne vois guère comment Ortello se passerait de nos hommes. Tu crois? Si soudainement dépendant, il semblait vieilli. J'avais pitié de sa voix presque haletante qui s'accrochait à moi comme une main. C'est cela qui m'inquiète, continua-t-il d'une voix lasse, comme se parlant à lui-même. Ils ne peuvent guère se passer de nous, et il le savait. Vous devriez y aller voir, il ne jure que par vous. Soudain, je le désirais loin de moi, comme on cherche à s'échapper d'une chambre de malade. Il n'attendait que ma permission. Oui, tu as raison. J'y vais tout de suite. Il s'arrêta d'un air indécis. Je voulais te dire, Aldo, il paraissait presque confus. Enfin, c'est ton affaire. Tu en feras ce que tu voudras. Tu as entendu Beppo tout à l'heure. Il y a peut-être là quelque chose qui te concerne. Je le pense aussi. Marino parut soulagé. Par la fenêtre, je suivis de l'œil un moment son cheval sur la chaussée des lagunes, une maigre silhouette noire sur l'horizon nivelé. Et il me sembla qu'il me venait des lagunes une bouffée d'air. Je courus presque à ma chambre, les tempes serrées d'une exaltation mauvaise. Entre la défaillance de Marino et son retour, j'avais hâte de mettre de l'irréparable. Intéressant ce terme irréparable. Il faut casser quelque chose, il faut passer une étape qui fait que la suite
ne sera pas comme ce qui précède. Lorsque j'eus achevé de relire 1 heure plus tard, avant de le sceller, le rapport que j'avais rédigé pour Orsena, je reposai le papier signé sur ma table. J'entr'ouvris ma fenêtre sur la lande que noircissait déjà l'ombre allongée de la forteresse, comme si la fraîcheur montée du sol m'eût dégrisé. Je demeurai un moment, le front collé à la vitre froidie et pas froide, justement, là, ce « i » m'a surpris dans la lecture. Froidie, et non pas refroidi non plus, la vitre froidie. Et pour la première fois, je sentis dans mon exaltation se glisser un sentiment d'alarme. Le rapport en lui-même était sans reproche, et en le relisant d'une tête qui ne parvenait pas à se garder complètement froide, cette fois c'est froide et pas froidi, je pouvais m'accorder sincèrement qu'il était la modération et la clarté même. Les propos de Belzenza m'étaient revenus à l'esprit sans effort et dans leurs moindres détails, et les réticences même de sa conversation s'étaient transcrites comme d'elles-mêmes et avec une agilité singulière. Et cependant je restais troublé, moins peut-être par le contenu inoffensif de ces pages banales que par l'impression que je gardais de l'aisance anormale de leur rédaction. Cette impression ressemblait à celle d'un virtuose qui relève d'une longue maladie et sent ses doigts s'échapper de lui, s'emballer d'eux-mêmes sur leur instrument familier. La voiture de l'amirauté s'arrêta sous ma fenêtre. C'était l'heure du départ du courrier. Je cachetai le pli en hâte, je suivis longtemps de l'œil, sous le ciel terne, la voiture cahotant vers Maremma, sur la chaussée des lagunes. La chaleur était tombée, la fin d'après-midi toute grise. Je me sentais léger et creux comme une accouchée. Étrange sensation, je me sentais léger et creux comme une accouchée. Quelque chose est sorti de lui qui lui ôte un poids et le creuse. Ce soir-là, Marino ne rentra que très tard, et nous l'attendîmes longtemps devant nos verres déjà vides, autour de la table du dîner. La causerie se nouait avec gêne autour de la pièce assombrie, laissait traîner des intervalles de silence qui se dissipaient mal. Le verre resté plein devant le siège vide de Marino accrochait malgré eux les regards comme une offrande rebutée au génie du lieu. Là où il n'était pas, le désert entrait par les fenêtres ouvertes. Le pas de son cheval sur la lande nous ranima, fit danser autour de la salle l'ondulation d'une flamme douce. Marino entra sans mot dire et s'assit en vérifiant machinalement du doigt les boutons de sa vareuse d'uniforme. C'était chez lui un grand signe. Je compris que la négociation avait mal tourné. Évidemment, on s'y attendait à ce que ça tourne mal. Tout semble insidieusement tourner mal, constamment dans cette histoire-là, mais on ne sait pas trop comment. Il me sembla que la lumière baissait brusquement et que je sentais comme une légère constriction aux tempes. Quelque chose allait commencer. Le dîner ce jour-là finit très vite. Je ne pouvais détacher mes yeux du capitaine. Il y avait dans ses gestes lents une grande et soudaine lassitude. Je remarquai qu'il respirait avec difficulté et semblait chercher mon regard plus souvent que d'habitude. Ses yeux me parlaient cela seul, et quand ils croisaient les miens, ils secouaient un instant pour moi leur lourde brume de fatigue. En cet instant, je sentis que Marino hésitait, et je sentis qu'il était déjà trop tard.
Fabrizio, Roberto et Giovanni s'étaient tus l'un après l'autre. Un silence complet s'était fait peu à peu autour de la table, et dans la succion, ce silence, et dans la succion de ce silence vorace, il y a ici cette allitération du qui sont ces serpents qui soufflent, sifflent sur nos têtes. Et dans la succion de ce silence vorace, la nouvelle explosait déjà. Lorsque nous fûmes seuls, Marino alluma son cigare d'un geste brusque. En marmonnant derrière la flamme de son allumette. « Tu leur as expliqué, Aldo ?» ?»« Je n'ai rien dit. »« Vous espériez encore arranger cette affaire, ajoutai-je avec un peu de cruauté. La main de Marino eut un geste d'impuissance, résigné, mais le visage se releva brusquement, et les yeux bleu-gris firent face avec décision. La voix monta nette et calme et s'adressa à tous, et je remarquai de nouveau son autorité singulière et voilée que Marino prodiguait si peu. Je vous prierai de rester tous un moment. Il s'est élevé une difficulté à l'amirauté et il est temps de vous en faire part. Fabrizio, veux-tu fermer cette fenêtre? Nous avons besoin d'être seuls. Fabrizio se leva avec une solennité bouffonne, le génie de la propos comme un soleil sur le visage. Le capitaine aimait le taquiner dans les fins de dîner. Entendre, c'est obéir, capitaine. On n'a pas tous les jours conseil de guerre. C'est peut-être une remarque ironique, peut-être pas tant que ça. Le mot tomba dans un silence soudain. On voit la place du silence qui, petit à petit, se manifeste de plus en plus. Il y a de plus en plus de moments de silence. Le coin de la bouche de Marino se mit à trembler légèrement. La réflexion est de trop, et elle est d'un imbécile. C'est plus l'heure de plaisanter, visiblement. Fabrizio devint brusquement très rouge. On trouve aussi beaucoup dans cette dernière page ce terme de brusque, brusquement. Quelque chose se passe qui a un aspect brutal ou brusque ou un changement net. Il se passe quelque chose là. Quoi? Donc Fabrizio devint brusquement très rouge et se coula sans bruit à sa place. On entendit dans le silence encore une ou deux tout gênés. Marino exposa brièvement l'affaire d'Ortello. Il n'était plus question des bruits et les motifs de la rupture du contrat restèrent dans une ombre vague. Marino donna à comprendre que l'équipe de l'amirauté n'avait pas donné satisfaction. Tout en parlant, je remarquai qu'il me fixait d'une manière hostile, presque provocante. La voix imperceptiblement martelée à mon intention m'avertissait formellement. Et ici, on a cette utilisation de l'italique que j'avais déjà évoquée pour ce avertissait. Attention, il y a un avertissement ici. Accentuait syllabe après syllabe une version officielle définitivement arrêtée. Attention à ne pas remettre en cause cette version officielle. Il termina par une allusion rapide à la conviction qu'il avait acquise l'après-midi que toute négociation était désormais inutile. Le récit avait été brusqué, à nouveau, brusqué et sommaire. Visiblement Marino, refusant de lire la stupeur qui se peignait sur les visages, avait hâte d'en être à bout. Et maintenant, il s'agit de savoir ce que nous allons faire. Il leva la tête d'un geste vif. On avait déjà le côté brusque, on a le côté vif aussi, qui passait l'éponge. Et passer l'éponge est à nouveau en italique. Balayait tout commentaire sur l'incident. Roberto tira sur son cigare d'un air absorbé, les yeux fixés sur la fenêtre. Il commençait à faire très sombre.
La masse confuse de la forteresse en face se drapait, s'élargissait, ramassait autour d'elle le brouillard du soir. Combien avions-nous d'hommes à Ortelo, capitaine? 80. 82 avec Beppo et Mario. Et impossible de songer à les remplacer dans une autre ferme? Fabrizio fit un signe timide de la main pour demander la parole. D'un geste agacé du menton, Marino la lui céda. « Ce ne sera guère facile. Je suis passé hier à Gronzo pour les encaissements, capitaine. Je pensais d'abord que c'était sans conséquence, mais il parlait aussi de nous rendre du monde l'an prochain. » Giovanni plissa légèrement les yeux. C'est tout de même bizarre. L'œil allait et venait, quêtait de l'un à l'autre une réponse qui ne vint pas. La pièce devenait peu à peu très noire. Non seulement le silence, mais la nuit qui arrive ici. Et pour la première fois, tous sentirent qu'avec ce crépuscule immobile se glissait dans la salle une inquiétude. Marino coupa de nouveau le silence d'une voix sèche. La question n'est pas là. Quoi qu'il en soit, il faut songer à employer les hommes disponibles. Nous les aurons sur les bras dès demain, et Orsena ne nous permettra pas de les nourrir à ne rien faire. Il me semblait que tu avais une idée, Roberto. La voix de Marino s'adoucissait, qu'était un appui. Roberto était un ancien de l'amirauté, et le capitaine aimait cet esprit lent, pesant, engourdi dans les nuits d'affût patientes, qui le rassurait, arc-boutait son bloc de calme. Et on sent qu'on a besoin de calme, là, dans ce moment brusque, dans ce moment vif, dans ce moment d'inquiétude. Peut-être. Je me disais qu'après tout, si nous le voulions, il ne manquerait pas de travail ici. À l'amirauté. La voix de Roberto s'affermissait, reflétait avec une satisfaction visible l'évidence même du bon sens. À l'amirauté. Il fit un geste vers la fenêtre. Vous ne trouvez pas que cette bâtisse ne nous fait guère honneur? Elle croule tout à fait. Nos hommes ont fait les laboureurs pendant des années. Ils pourraient tout aussi bien faire les maçons. Tu veux réparer la forteresse? Dans la voix de Marino avait pointé soudain une note aiguë, une vibration incontrôlable, qu'une contraction de la gorge coupa net, mais si perceptible, si révélatrice d'une panique intime, que Roberto, sous son enveloppe épaisse, en fut alerté et demeura une seconde interdit. Réparer, c'est beaucoup dire. C'est une grosse affaire et nous n'avons guère de moyens. Mais on pourrait la nettoyer. C'était une fameuse bâtisse, ajouta Roberto en fixant de nouveau son œil sur la fenêtre. Et maintenant, elle n'a même plus figure humaine. Une broussaille, une jungle, voilà ce que c'est. Une onde d'approbation chaude, une onde d'approbation chaude courut sourdement autour de la salle, les yeux brillèrent. La parole gauche de Roberto tiédissait l'air comme un dégel. Oui, c'est démoralisant pour les hommes. Cette ruine nous chasse d'ici. On ne peut plus se prendre au sérieux à vivre dans ces décombres. Autant bâtir sa hutte dans les rues de Sagra et commencer des fouilles, ajouta Giovanni avec humeur. Faites-moi confiance et donnez-moi l'équipe d'Ortelo, capitaine. Fabrizio se dressait très excité. En 2 mots, je vous promets une forteresse toute neuve et les canons tout astiqués. Il n'y avait pas à s'y tromper.
une petite bourrasque se levait ou s'élevait sur l'amirauté. Une vraie sédition intime. À nouveau ce mot intime, quelque chose change à l'intérieur. La sédition n'est pas une sédition seulement de soldats qui désobéiraient, non, c'est intime, quelque chose d'autre. On ne désobéit pas vraiment d'ailleurs. L'œil de Marino, incrédule, errait d'un visage à l'autre, stupidement docile au choc alterné des voix, à ce brusque réveil d'énergie, déjà à la remorque, réduit à une défensive sans espoir. Il respira profondément et chercha ses mots avec lenteur, les yeux abaissés sur la table. Tout cela est bel et bon, mais c'est enfantin. La forteresse est désaffectée, et la seigneurie n'ouvrira pas un sou de crédit pour un travail inutile. Les visages se fermèrent, soudain hostiles. La riposte de Marino venait trop tard. Une lueur s'était glissée par la porte entrebâillée, et des épaules s'arc-boutaient à cette parole. Si l'on faisait les comptes, tous les comptes, il me semble qu'Orsena vous serait plutôt redevable. C'est une question de propreté. Il y a un crédit ouvert pour les travaux d'entretien. Vous avez assez économisé pour eux, capitaine. La forteresse porte encore ses armes, et la seigneurie pourrait tout de même se respecter. Il y eut un murmure d'approbation grave et de dignité blessée, soudain un peu comique. Marino me regardait du coin de l'œil. Dans une excitation froide de joueur, je regardais s'abattre toutes ces cartes truquées. Contre elles, Marino jouait seul, et il ne cessait, et il ne jouait pas franc jeu. « Messieurs, messieurs !» Marino frappa sur la table un coup sec et fit le silence. À nouveau le silence. « Il me semble que vous vous emportez un peu. Orsena nous voit et nous entend, ajouta-t-il en relevant sur moi. Le narrateur ici est une sorte d'espion quand même, un espion quasi officiel. Orsena nous voit et nous entend, ajouta-t-il en relevant sur moi un regard indéchiffrable. Ne l'oubliez pas, Aldo est notre ami, mais il y a des bornes, et il me semble qu'il est bien silencieux. À nouveau, ce silence. Je sentis avec un pincement au cœur que Marino jouait sa dernière carte. Je me levai un peu pâle. J'allais le trahir 2 fois. Il me semble que la proposition de Roberto est raisonnable. De toute façon, le contingent d'Ortello retombe à notre charge. Orsena ne peut objecter à ce qu'on l'emploie utilement. Dans l'œil de Marino, je vis passer un éclair. Il se leva d'un geste brusque. « Soit, tu as carte blanche, Fabrizio. Demain, je visiterai avec toi la forteresse. » De son pas pesant, de veilleur de nuit, il quitta la pièce. S'arrêta hésitant sur le seuil, ébauchant de la main un signe qui ne s'acheva pas. La tête rentrait plus lourde que jamais dans les épaules. Le regard s'était terni d'un coup. Tout à coup, je le revoyais le soir de la chambre des cartes, lorsqu'il avait élevé sa lanterne. Dans un geste de relâchement sénile, il hochait la tête misérablement. Ce sont de grands changements. Tous levèrent les yeux surpris, mais la phrase ne s'acheva pas. Le hochement de tête continuait, mécanique. Le regard errait sans parvenir à se fixer, à nouveau bizarrement tourné vers l'intérieur. Ce côté intime qu'on a déjà vu, il y a quelque chose qui se passe, qui ne se dit pas dans le silence, qui se passe à l'intérieur.
donc le regard tourné vers l'intérieur, comme celui d'un malade perdu dans l'obscurité ou dans l'obscur avertissement de sa chair noire. Il enfonça sa casquette et s'éloigna de son pas lourd. À partir de ce jour, il se fit chez le capitaine un remarquable changement. Quelque chose vacillait en lui, qui touchait aux racines mêmes de la vie. Lorsqu'il dépouillait pour le repas du soir son lourd manteau d'uniforme, sa silhouette semblait de jour en jour s'exténuer, s'amincir. Chaque matin, immuable dans son bureau de silence, elle s'encadrait encore dans l'éloignement de ce couloir qui la protégeait du temps, l'exorcisait comme la perspective de son boyau de pierre, une momie sous les roides bandelettes de son éternité. D'un coup, une sorte de mort qui survient, hein, ou en tout cas une menace, une inquiétude. Mais le visage maintenant vivait terriblement. Et vivait est en italique ici, la vie est là, terrible, terriblement, d'une espèce d'éveil lugubre et mécanique, où l'esprit ne prenait aucune part, tous les traits devenus étrangement, involontairement contractiles dans leur immobilité tendue de plantes sensitives, comme s'ils n'eussent plus servi qu'à amplifier, qu'à renforcer les vibrations exacerbées de l'ouïe, plus lourdes, plus ramassées que jamais sous les épaules rapprochées, la masse du corps se tassait inerte. Le travail continuait apparemment comme de coutume, et la pile de papier rangée le matin à sa gauche et reformée le soir à sa droite, comme on renverse un sablier, restait la figure même du temps sans secousse de ces journées de l'amirauté. Mais le visage comme décollé du corps, au-dessus des mains actives, était tiré de tics et de tressaillements autonomes. Marino écoutait. Un élancement, une morsure térébrante lui venait du tréfonds de la forteresse. Éveillé, ébranlé maintenant du matin au soir par des bottes lourdes. Les yeux dans le grand jour gardaient le regard aveugle d'une taupe débusquée. Parfois, lorsque je travaillais près de lui à sa table, je relevais les yeux malgré moi à la dérobée sur son visage, et avec un léger choc m'était rendue la révélation de sa soudaine, de son inquiétante animalité. Certes, Marino avait vieilli, et pourtant cette animalité n'était pas sénile. Elle dégénérait de l'intelligence en ceci seulement qu'elle vivait à une plus grande profondeur. Elle évoquait plutôt la stupidité sagace de l'attention totale et me faisait parfois songer à l'expression fascinante que donne aux traits la vie ramassée sur une interrogation organique profonde, celle du médecin dans l'auscultation de la femme, épiant sa grossesse, de l'animal apeuré qui couve au fond de sa nuit chaude l'annonce obscure d'un typhon ou d'un raz-de-marée. Quelque chose va arriver, là encore, quelque chose menace, et on le sent au fond de soi de manière animale, ou c'est en tout cas ce que sent sans doute Marino ici. Le sentiment nous est rendu devant cette tension presque interdite qu'il entre alors dans l'acte même de dévisager quelque chose de sacrilège. Un instinct nous avertit que l'esprit qui se terre là devant nous, à chaque seconde plus profondément, s'approche trop dangereusement de certains centres interdits où quelque chose bouge. Ainsi, une faible
rides creusées sur le visage de Marino me paraissaient soudain équilibrer ailleurs une pression énorme. Je détournais les yeux en hâte et il me semblait que mon cœur battait plus rapidement. Cependant, l'amirauté sortait de son sommeil. Sur la jetée du petit port, sur les terre-pleins, sur la lande, une agitation inaccoutumée chassait maintenant le silence. Mais le silence, il est chez Marino et pas chez les autres, peut-être. Qui ne revenait guère qu'à l'heure de la sieste, rituelle dans le climat des Syrtes, bien qu'on touchât déjà à la période de l'hivernage. La place manquant pour loger le contingent d'Ortello dans les bâtiments depuis longtemps désaffectés et qui menaçaient ruine, Fabrizio avait fait débroussailler en partie la lande qui s'étendait derrière la forteresse. Les tentes dressées à l'alignement et les files régulières des feux de camp qui fumaient pour le repas du soir évoquaient quelque chose de plus strict, de plus militaire que tout ce qu'on pouvait voir à l'amirauté. Marino ne s'aventurait guère du côté de ce qu'il nommait d'un ton dédaigneux les roulottes, et l'accent d'ironie avec lequel il entretenait Fabrizio et ses réfugiés, il y a des guillemets ici, laissait assez clairement à entendre que ce renfort si peu souhaité, et qui lui rappelait un souvenir amer, lui demeurait à charge. Mais ce remue-ménage continuel de fusils entrechoqués, de cliquetis de métal et de cris d'appel, ce brouhaha de voix plus hautes qui se réaccoutumaient en plein air, nous plaisait. Il était devenu le point le plus vivant de l'amirauté. Ce campement brusquement poussé au flanc de la ruine, ainsi qu'une plante folle, était comme une montée de sève inattendue dans ces steppes. Ce qu'il avait de provisoire appelait un avenir. Et quand le dîner fini, nos pas nous portaient malgré nous vers la lande où les fumées rabattues des feux de camp qui rougeoyaient dans le noir se mêlaient au brouillard tôt retombé de la lagune, le bruit des voix joyeuses et fortes qui s'interpellaient autour des tentes invisibles mettait dans l'air une note d'imprévu, de liberté et de sauvagerie, comme celle qui flotte sur une troupe rassemblée ou un navire en partance, et nous sentions tout à coup monter en nous comme une légère griserie d'aventure. Marino ne s'y était pas trompé, c'était de grands changements. Comme un jeune arbre qui agrippe de toutes parts ses racines, cette cellule anarchique, mais vivante, tirait de toutes parts sur la machinerie assoupie et vermoulue de l'amirauté. Quelque chose est en train de se réveiller ici, dans ce lieu un peu laissé à l'abandon. Et l'on en percevait les craquements qui troublaient la torpeur du capitaine. C'était presque chaque jour de nouveaux problèmes à résoudre à l'improviste. Le ravitaillement qui manquait, du matériel de campement acheté à Maremma, l'insuffisance de l'outillage qui faisait tempêter Fabrizio, brusquement très persuadé de son importance. Problème à la vérité minuscule, mais autour desquels chacun s'affairait au-delà même des bornes de ses attributions, avec un excès débordant de zèle et de bonne volonté, où entrait une part de jeu et l'enivrement de l'activité pure. Tout d'un coup, il se passe quelque chose, enfin. Et donc, il y a un plaisir à ça, mais une menace, incarnée par Marino ici, ou par l'apathie de Marino. Et évidemment, la fièvre, là, va intervenir. L'enivrement de l'activité pure, mais qui n'en manifestait que davantage, jusqu'à l'évidence, le besoin de fièvre qui s'était emparé de l'amirauté. Une poussée de fièvre, c'est ça le titre du chapitre. Les déjeuners et les dîners de la forteresse étaient maintenant tout bourdonnants de projets, de décisions, de chiffres, de devis et de discussions de services, qui faisaient hocher de temps en temps la tête de Marino,
fatigué du geste mécanique dont on chasse un essaim de mouches. Parfois, à la fin d'un dîner trop animé, il se mettait à somnoler, doucement sur un coin de la table, ou peut-être feignait-il, du moins je le soupçonnais. Cet assoupissement qui le protégeait l'aidait à regagner un coin d'ombre hanté de figures trop lisibles. Le même profond respect l'environnait qu'il avait su commander de toujours, et pourtant sa lenteur calculée et voulue à éclaircir les affaires, qui faisait invariablement l'office d'un coup de frein, provoquait parfois des signes d'impatience, qu'on ne réprimait plus maintenant qu'à moitié. Le rythme accéléré de la vie à l'Amirauté semblait le rejeter, insensiblement, sur la grève, et il n'y résistait pas, ménageant peut-être ses forces pour une conjoncture plus lointaine. Attention, la menace. Je remarquai qu'il tendait à s'établir dans les instances réglementaires de la marche des affaires des espèces de court-circuits qui le laissaient hors du jeu ou en dehors du jeu. Ainsi, il arrivait à Fabrizio, chargé des réparations de la forteresse, de traiter directement des fournitures d'outillage avec Giovanni, qui avait dans son ressort les questions de matériel. Presque chaque soir, des conciliabules à 2 ou 3 s'engageaient ainsi à mi-voix, au bout de la table dont Marino n'était ni inconscient ni dupe. Son œil à demi fermé, qui clignait vers moi comme une moue, me prenait parfois à témoin de son émerveillement ironique devant tant de zèle et du miracle que des affaires si compliquées et si insolites pussent s'expédier si rapidement. Dans ces instants, l'expression de son regard était celle d'une ruse profonde. Une ruse profonde, dont les implications m'échappaient. Qu'est-ce qu'il pense vraiment, ce Marino ? Difficile à savoir. Et l'eussent dérouté peut-être en ce qu'elle revêtait soudain de curieusement impersonnel. On eût dit parfois que le regard de Marino souriait pour un autre. Et il était de fait que ce sourire un peu cruel ne lui ressemblait pas. Comme si quelque chose d'infiniment plus dur et d'infiniment plus vieux que lui eût subitement ou eût subsisté à son clignement complice dans la fente de cette paupière soudain sans âge, le reflet coupant et glacial comme un éclat de rire qui me froidissait le sang. Il semblait que l'ennui eût disparu de l'Amirauté. L'activité de Fabrizio faisait merveille. Il s'était pris au jeu, et il trouvait chez les hommes qui avaient pensé s'endormir tout à fait sur la paille croupie de leurs étables ce sursaut d'exubérance et d'agitation un peu folle qu'on voit aux rescapés. Les équipes des travaux dangereux refusaient à l'envi des volontaires qui se souvenaient brusquement des matures, et certains jours on eût dit qu'une troupe de singes grimpait à l'assaut de ces ruines sourcilleuses, car Fabrizio, craignant l'arrivée maintenant imminente des pluies qui accompagnent l'hivernage des Syrtes, se hâtait d'achever la remise en état des terrasses supérieures et des chemins de ronde, où les eaux s'engouffraient en cascade par des fissures béantes pour venir inonder les casemates, réservant les réparations intérieures pour la claustration forcée des interminables journées de mauvais temps. En quelques jours, la forteresse fut débroussaillée, et tout à coup il n'y eut plus qu'elle. Jour après jour, elle jaillissait de ses haillons rejetés dans l'évidence d'une musculature parfaite, dans la simplicité d'un geste immobile, d'un signal, comme un dur hérissement tragique. Et nue,
au bord des eaux plates. Tu as un sens de l'adjectif qui est toujours assez extraordinaire, des hérissements tragiques et nus et les eaux plates. Ces arêtes aiguës mordaient de partout l'horizon vide. À la voir ainsi jaillir par degrés de sa gangue, comme autour d'une statue qu'on tire de la terre, il nous semblait tout à coup que l'air à l'amirauté circulait plus librement, et que ces hautes murailles vierges et cuirassées appelaient à les laver comme un vent du large. Du matin au soir, l'œil enfiévré revenait s'agacer sur leur silhouette coupante, comme la langue sur le tranchant d'une dent fraîchement cassée. Il était difficile de comprendre que des changements si insignifiants pussent entraîner avec eux un tel trouble, en venir jusqu'à changer le goût même et la saveur de l'air que nous respirions, et à faire battre notre sang plus vite. Et pourtant, je le sentais, c'était ainsi. La forteresse poussait maintenant au milieu de nous, lancinante, en effet, comme une dent neuve, et c'en était fini du repos. Elle était là, l'image même de la gêne, installée, régnante, dérangeante, incompréhensible. La morsure légère et continue d'une pointe fine, élançant jusqu'aux extrêmes terminaisons nerveuses, l'inquiétude. Voilà à nouveau le mot inquiétude qui est distillé souvent dans le texte, d'un subtil aiguillon. Bien que la gestion même de l'amirauté et le service intérieur ne dussent pas me concerner directement, j'étais pris moi-même dans ce tourbillon d'activités neuves, et j'allais moins souvent à la chambre des cartes. Elle n'était plus ce réceptacle de silence dont le souffle froid et moisi m'avait saisi à la gorge comme celui d'un hypogée. Les fenêtres débroussaillées laissaient miroiter sur les tables noircies une clarté plus vive, et parfois un rayon de soleil qui tournait lentement avec les heures sa colonne de poussière, promenait comme un doigt de lumière sur le fouillis des cartes, tirait de l'ombre dans un tâtonnement ensommeillé un nom étranger, ou le contour d'une côte inconnue. L'écho profond des cours intérieures s'éveillait longuement aux appels des terrassiers qui sautaient de créneau en créneau et se découpaient parfois brusquement sur les vitraux en ombre chinoise. Ces cris et ces appels, ce remue-ménage, enfiévré, à nouveau la fièvre, enfiévré dans ce lieu, la chambre des cartes qui reste étrange alors que l'amirauté, le lieu, lui, s'affirme de plus en plus comme ce qu'il devrait être, une forteresse. L'écho profond des cours intérieures s'éveillait longuement aux appels des terrassiers, qui sautaient de créneau en créneau et se découpaient parfois brusquement sur les vitraux en ombre chinoise. Ces cris et ces appels, ce remue-ménage enfiévré, pénétrant jusqu'au fond de cette retraite close et profondément endormie. Même là, on entend cette agitation, cette fièvre. Sous sa housse de poussière dépouillait leur imprévu et leur pittoresque. Comme un paysage qui se peint sur le fond d'une chambre noire perd son chatoiement de vie, mais acquiert en revanche pour l'œil une stabilité minérale et semble trier subtilement parmi les choses ce par quoi se traduit le plus profondément leur rêverie obscure, du repos et de la quiétude dans la pesanteur. On eût dit que les sons et les bruits s'y décantaient, comme filtrés par un manteau de neige. Ils perdaient leur signification familière pour venir grossir une rumeur profonde et indistincte qui devenait pour l'oreille celle même de la vie revenue. Ainsi, ce bruit familier des outils et des voix
résonnait-il au fond de cette pénombre recueillie? Plutôt comme la prise de possession, volubile et pleine de présages, de ces ruines par une colonie d'oiseaux de passage, comme si les temps étaient venus, comme si sa saison secrète, une saison qui démentait les tristes approches de l'hivernage, longtemps couvée sous la poussière des âges, était revenue éclore sur la forteresse qu'elle ranimait comme un dégel. Une saison autre que les saisons de l'année, comme le retour d'un de ces longs hivers ou de ces longs étés, mais qui sont des ères, des époques. Fabrizio parlait maintenant de sa forteresse, entre guillemets, comme s'il l'eût faite. À vrai dire, il ne consentait plus guère à parler d'autre chose. Elle était comme un jouet géant entre les mains d'un grand enfant, et les fantaisies qui lui passaient à ce sujet par la tête ne laissaient pas d'être parfois inquiétantes. Car c'était vraiment avec lui aussitôt dit, aussitôt fait. Il avait le don de communiquer sur le champ ses engouements les plus saugrenus à son équipe, charmé par l'improvisation baroque de ses plans, et qui ne goûtait rien tant que d'ignorer si parfaitement la veille ce qu'on entreprendrait le lendemain. Il était à croire aussi que ses travaux à bâton rompu lui rappelaient l'imprévu de la vie de mer. Une espèce d'esprit de corps était né dans sa troupe qui de plus en plus affectait de mépriser la vie casanière des équipages réguliers, et il ne se passait pas de jour que des demandes d'affectation à l'équipe des travaux ne parvinssent au capitaine. Ces lettres, qui agaçaient particulièrement Marino, allaient l'une après l'autre au panier, et l'accueil fait aux pétitionnaires les plus audacieux n'était pas tendre. « Le diable emporte cette bâtisse !» marmonnait parfois le capitaine excédé. « On l'a voulu. Fabrizio débauchera tous mes équipages. Il me démoralise, l'amirauté. » Alors qu'on a l'impression que c'est le contraire, c'est ça qui est étrange. Et l'œil si désolé et si sombre que je me gardais d'ironiser. Les choses, d'ailleurs, n'allaient pas plus loin, et Marino mettait à tenir sa promesse un scrupule que je trouvais à la longue bizarre. Fabrizio avait les mains libres, et sur les travaux, le capitaine ne permettait ou ne se permettait aucune observation. Un soir, comme nous rentrions après le dîner de notre promenade devenue maintenant rituelle, au long des chemins de ronde d'où Fabrizio, plein de son sujet, nous exposait comme un capitaine. Tiens, qui est le capitaine dorénavant? Sur le champ de bataille, les travaux du lendemain, il me tira à l'écart. Son œil pétillait plus que de coutume. Marino m'a donné carte blanche. Il ne croit pas si bien dire. Il s'en va à Orsena pour quelques jours. À son retour, je lui réserve une surprise. Nous marchons tous de surprise en surprise. Fabrizio, tu te surpasses. Tu te moques de moi. Mais cette fois, Marino n'en reviendra pas de ma forteresse. C'est intriguant. Tu la plantes en jardin suspendu ou tu la lances sur la lagune? Fabrizio me posa la main sur l'épaule et fixa la forteresse en la jaugeant de ses yeux clignés d'un air possessif et compétent. Comme ça, elle n'est pas mal, je le reconnais, commença-t-il d'un ton modeste. Mais il manque la bouche de l'artiste, la touche, non la bouche évidemment, de l'artiste. Toi, tu vas me comprendre. Elle est à peu près débarbouillée, soit, mais c'est tout de même encore un vieux rocher noir. Maintenant, regarde ceci. Il ramassait au pied du mur une pierre éboulée, sous sa patine noire, où une cassure fraîche mettait une tache d'un blanc éclatant, cristallin. Une pierre magnifique d'un éclat.
Tu vois, on dirait la tranche d'un pain de sucre. Il y a là-dessus 3 siècles de patine. Une vraie crasse de siècle. Je la gratte, je l'étrille, j'enlève la patine. Dans 15 jours, je fais cadeau à Marino d'une forteresse flambant neuve. Mon triomphe. Il ajouta d'une voix qui le savourait déjà. Crois-tu qu'il sera étonné ? L'absence de Marino, qui se prolongeait, facilita les choses. On nous dit qu'une digue avait sauté. Emporté pour la première fois par une vague de jeunesse trop longtemps réfrénée, l'Amirauté prenait le mort aux dents. Pour ce travail de contrebande, Fabrizio n'avait plus que des complices et puisait à son gré dans la main-d'œuvre de réserve. L'Amirauté tout entière se hissait le long des murailles, comme les termites sur leur termitière. La forteresse bourdonnait tout le long du jour, et jusqu'après la tombée de ces nuits claires, d'une fièvre un peu folle, voilà à nouveau la fièvre, comme dans les préparatifs d'une fête. Mais est-ce vraiment une fête qu'on prépare ? Ça n'est pas certain. Il y a toujours cette guerre qui menace. Ou alors la guerre et la fête se confondent peut-être. À l'heure tardive où le courrier d'Orsena ramena Marino, l'obscurité s'était déjà faite. Le capitaine semblait préoccupé et il me parut que le nuage d'indifférence et de noire songerie qui le défendait depuis quelques semaines contre une approche trop intime s'était encore assombri. Les questions presque rituelles qui l'assaillaient familièrement au sujet d'Orsena se heurtaient à des réponses de plus en plus brèves et distraites, et je commençais à craindre très sérieusement que Fabrizio ne soulevât pas tout l'enthousiasme qu'il avait espéré. La lune s'était levée avant que le dîner prît fin, et Fabrizio, qui surveillait sournoisement la fenêtre, dès que Marino eut allumé sa pipe d'un air de fausse indifférence, prit la tête du petit groupe pour la promenade du soir. Bien que les feux fussent déjà éteints, un bruit confus de voix mêlées arrivait encore du campement à travers la nuit calme, qui se fondait peu à peu à mesure que nous traversions la lande endormie dans la respiration assoupie et plus ample de la lagune. Nous tournâmes l'angle du pavillon de commandement et un brusque étourdissement nous figea sur place. Quelque chose de jamais vu. À nouveau le mot brusque, quelque chose de jamais vu, et pourtant de longuement attendu, comme une bête monstrueuse et immobile, surgit de son attente même à sa place marquée, après d'interminables heures d'affût vaines, quelque chose au bord de la lagune, longuement couvé dans le noir, avait jailli. À la fin, sans bruit de sa coque rongée, comme d'un énorme œuf nocturne. La forteresse était devant nous. La lumière de la lune, tombant d'aplomb sur les terrasses et les parties hautes, laissait plonger les fossés et les pieds des murs dans une ombre transparente, décollait l'édifice du sol, semblait l'alléger, l'aspirer doucement vers les hauteurs, et ainsi ancrée au bord de la lagune, ourlée de bavures, de lumière, la forteresse semblait soudain mise à flot. Le rivage s'éloigne, on entre en haute mer bientôt. Portée sur un élément fluide qui la faisait vivre sur le fond inerte du paysage, du léger et profond tressaillement d'aise d'un vaisseau au mouillage. Ainsi surprise dans son immobilité de songe, on eût dit pourtant qu'elle s'ébrouait, dans une aise sans bornes, comme ces jeux silencieux qu'on surprend la nuit dans les clairières. Comme la première neige qui touche d'un doigt plus solennel la cime la plus haute, sa blancheur irréelle, la consacrait mystérieusement, l'enveloppait,
d'une légère vapeur tremblée qui fumait vers la nuit lunaire, la marquait de l'incandescence d'un charbon ardent. C'est une apparition, finit par dire Roberto, rompant le silence qui se prolongeait. Un fantôme sous son suaire. Tu n'es pas aimable pour Fabrizio. Sa robe de noces plutôt, reprit Giovanni. Mais le silence se referma soudain et il nous sembla sentir tomber sur nous tout le froid de cette nuit claire. La fièvre retombe à la fin de ce chapitre qui a réveillé la forteresse. Réveillé pourquoi? On le verra peut-être plus tard. Le chapitre suivant, ce sera l'île de Vezzano. On va donc s'aventurer en mer pour y trouver quoi? Eh bien, on le saura au prochain chapitre. Au revoir et à bientôt.